Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Karl et Jérémy, d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu du webinaire. Vous l'aviez connu, il me semble, de l'autre côté il y a quelques années. Donc c'est le troisième et dernier webinaire de cette saison du cours Ecodoc. Il portera sur le design éthique et ses enjeux. On va commencer par une présentation sur ce sujet et ensuite on aura un temps de questions-réponses avec les étudiants qui sont à l'ENSIB, les porte-parole du groupe qui sont à l'ENSIB pour une part et à l'ENS d'autre part. Et on s'arrêtera avant 20h. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour nous. Et donc je passe la parole à Karl, je pense. C'est vous qui commencez ? Alors en fait, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire à l'oral généralement. Donc on va voir comment ça se passe en webinaire. C'est probable que ce soit un peu moins fluide. Généralement, on le fait sur un mode un peu TEDx. Donc je vais partager ma présentation. Alors faut que je refasse comme tout à l'heure. Hop. Donc c'est parti. Alors normalement vous voyez. Ouais. Hop. Voilà. Parfait. Donc, comme je disais, c'est une présentation que généralement on fait en mode un peu plus TED, donc c'est interactif d'habitude. Alors, pour effectivement avoir fait ce webinaire il y a quelques années, je sais que c'est assez compliqué de dialoguer en même temps pour faire des questions-réponses, donc exceptionnellement, je vais probablement faire les questions et les réponses pour le début du webinaire. Donc, on va vous parler de design éthique, plus précisément de design de l'attention. Évidemment, on remercie l'ENSIB et puis l'ENS de nous accueillir ce soir. Pour commencer, on va donc se poser la question de qu'est-ce qui est design ici. Alors, normalement, dans le public qui est là ce soir, il y a des gens qui connaissent à peu près ce qu'est le design, il y en a d'autres peut-être qui connaissent moins ce qu'est le design. Donc, on voulait d'abord commencer par se mettre d'accord sur ce qu'on entend par design. Et généralement, quand on monte cette image en présentation, on nous dit que ce qui est design ici, c'est que en fait, c'est joli, c'est beau, c'est agréable à regarder. Des fois, on nous dit que c'est à la mode, ça fait partie des objets du quotidien. La dernière fois, on nous a aussi dit un mot qui était intéressant, qui est c'est confortable. Effectivement, c'est confortable parce que ça répond a priori à un besoin qu'on identifie bien sur la personne qui se trouve normalement à gauche de votre écran, qui a priori est mal assise. Et donc le designer, celui qui va faire un objet de design, il se pose la question en premier lieu de savoir de quoi son utilisateur a besoin. Et donc on part d'un besoin pour arriver avec un usage pour arriver à un produit. Donc ici, c'est bien le processus qui est design et non pas le fauteuil en soi. Le fauteuil, il a été bien designé plutôt qu'il est design. Alors, ça pose la question aussi, généralement quand on finit ça, on continue et on montre cet objet que, a priori, vous connaissez tous, qui est donc le presse-agrumes de Philippe Starck, en posant cette question, mais est-ce que ça c'est vraiment du design ? Et là on pose la question de est-ce qu'on peut avoir un design qui n'est pas très pratique ? Parce que finalement cet objet, pour s'en servir, on voit pas trop où le jus va tomber, c'est assez bizarre comme principe. Par contre, on reconnaît que l'objet il est esthétique et qu'on peut être dans un design artistique. Mais c'est pas ce dont nous on va vous parler. Nous on préfère les objets qui ressemblent plutôt à celui-ci, qui est donc un presse-agrumes qui a une vocation très précise, mais qui est malheureusement un petit peu moins esthétique. Donc ça, c'était pour nous mettre un petit peu d'accord sur ce qu'est le design. Et pour nous, le design, c'est précisément pas ce que dit Philippe Starck dans cette private joke. Le design, c'est rien, c'est des cadeaux de Noël. Donc je laisse Jérémy continuer. Alors ça peut être des cadeaux de Noël comme l'iPhone, peut-être un peu moins pour le cas pour cette calculette, qui est donc une calculette Braun, qui est peut-être une marque que vous connaissez, qui fait pas mal d'objets du quotidien, donc avec des rasoirs, des radios, etc. Et il se trouve que ces objets ont vraiment eu une démarche design. Donc qui a été lancé par un grand designer qui s'appelle Dieter Rams, donc qui est vraiment le designer de Braun, et ce designer a vraiment émis des principes en fait d'un bon design. Alors on est vraiment sur la réflexion de pas juste qu'est-ce que le design, ça on a pu le voir, on a pu avoir un aperçu juste là, et là on est plutôt sur qu'est-ce qu'un bon design.
Donc il a émis vraiment 10 principes. Donc par exemple, le premier qui est qu'un bon design, c'est un design qui fait qu'un produit il est compréhensible, qu'on va facilement utiliser un produit, que ce soit intuitif à utiliser et puis à comprendre. Un bon design, c'est aussi un design qui est honnête. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour nous, à designer éthique, de faire le parallèle entre l'honnêteté et un design, un bon design. C'est-à-dire, c'est un design qui va pas manipuler, c'est un design qui va vraiment prendre convenablement, enfin vraiment respecter en fait l'utilisateur ou le client. Et dans une autre mouvance, on peut aussi considérer qu'un bon design, c'est un design qui, bon là c'est particulièrement vrai en ce moment, qui avec les histoires d'Apple, un design qui dure, voilà, donc qui est fait pour durer. Quand on achète un produit, on va l'avoir un certain temps. Donc ça s'oppose un peu à cette calculette, à cet iPhone qui a, vous l'avez vu, repris le design de Brown, de la calculette Brown. Mais est-ce que ils ont pris, Apple a pris aussi ces 10 principes? C'est moins sûr. C'est une réflexion. Voilà. Donc là aussi il y a une réflexion éthique c'est pas sûr. Chaque personne va vraiment avoir une réponse différente à est-ce que les 10 principes ou plus de manière plus resserrée les 3 qu'on vous a présentés là, est-ce que ils peuvent s'appliquer aussi à Apple? Voilà, la question est ouverte. Vous avez sûrement vu ou peut-être approché le design comme nous par le design thinking, l'UX, l'UI. Donc pour faire simple, le design thinking, c'est vraiment l'idée de prendre une démarche. Donc on identifie un besoin, on va chercher où il y a des problèmes, où il y a des choses à améliorer. Et puis ensuite, on va avoir une démarche en tant que designer, en tant qu'équipe qui design, de prototypage, de test, aussi avec des personnes qui sont directement liées à ce produit pour avoir une solution. Cette image-là, elle est intéressante parce qu'on voit que, donc, à part la différence UX/UI qu'on peut rappeler rapidement, mais qui est pas forcément pertinente ici dans le cadre-là, voilà, qu'on voit que l'UX, donc user experience, c'est plutôt la structure, voilà, les interactions, comment les choses vont être hiérarchisées, ordonnées. L'UI, c'est plutôt comment les choses vont ressembler, le look and feel, voilà, les couleurs, et puis on voit que tout cela, finalement, on a l'impression, voilà, que c'est fait pour, bon, ça reste une impression, mais que c'est fait pour agir sur notre cerveau. Donc cet objet-là qui trône un peu au milieu de cette image, visiblement qui a été mis là de manière a priori inconsciente ou pour faire joli, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette deuxième lecture qu'on aime bien voir, qui est que oui, avec une bonne UX et une bonne UI, il y a peut-être moyen de faire passer pas mal de choses par le design, et notamment des choses pas forcément agréable, comme le fait de nous, on le verra, de nous bloquer dans un service qu'on a toujours envie d'utiliser parce que c'est joli, parce que c'est agréable, ou qui nous fait acheter plus ou plus souvent parce que aussi il y a l'effet waouh du tunnel d'acquisition. Voilà. Donc tout ça, on le voit, ça amène vraiment des problématiques éthiques, et ces problématiques éthiques, alors on a eu cet exemple peut-être de Brown et de Apple. Et là, je vais vous présenter 3 problématiques éthiques qui sont plus générales et qui mettent en fait en exergue le caractère vraiment déjà individuel, personnel de l'éthique. Donc contrairement à la morale. Et puis aussi qu'il y a vraiment des dissensions. C'est que c'est vraiment une histoire de curseur. Donc par exemple, d'un côté du curseur, enfin de la ligne, on va voir que l'humain en nous souhaite la préservation de l'environnement, qu'a priori on est beaucoup à être d'accord là-dessus, sur cette phrase, mais d'un autre côté on est aussi beaucoup à vouloir changer souvent de smartphone, tous les 18 mois, tous les 9 mois quand on vit à Paris. Voilà, donc là c'est vraiment une histoire de curseur. Ensuite, on va avoir donc plus sur le thème de la démocratie, de la citoyenneté, que le citoyen il est attentif à la qualité de la démocratie et qui plébiscite une presse indépendante, une presse haut de gamme qui va
qui va vraiment faire de l'investigation, des choses fouillées. Et puis le soir, en fait, on s'est abonné au Monde Diplomatique, mais on va pas forcément le lire. Par contre, on va prendre le métro qui traîne sur la table du salon parce que c'est facile et puis finalement on va abandonner le Monde Diplomatique parce que c'est payant et l'autre est gratuit. Et puis bon, ça marche pour quand on est père de famille ou quand on est étudiante aussi. C'est que on a envie de bien manger, on a envie que notre famille mange bien. Et puis on va se faire une mousseline avec une tranche de jambon bien vue ou une pizza congelée. Voilà, dans la réalité. Donc entre cet idéal de j'ai envie de faire la cuisine cette semaine et dans les faits, il y a aussi ce curseur. Et que entre une bonne santé et une certaine facilité de vie, c'est pas toujours la santé qui gagne. Ouais, donc comme le dit Jérémy, on le voit, on a des paradoxes dans notre manière d'approcher les choses et de notre vie au quotidien, et ces paradoxes finalement ils vont être exploités par le monde du marketing notamment pour nous faire justement passer de ce père de famille soucieux de la bonne santé de sa progéniture à celui qui va au McDo le soir. Et donc pour nous faire passer d'un niveau à un autre, un des leviers que possède le marketing, c'est ce qu'on a ici, ce sont les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, c'est un peu une des notions clés qu'il faut retenir de cette présentation. Faut déjà savoir que donc on y est tous sujets, qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, que ça fait partie de notre nature humaine, et que globalement, au début, c'est fait plutôt pour nous aider à survivre en milieu hostile, si on veut en revenir à quelque chose d'assez primitif, mais qu'aujourd'hui, ça peut nous porter préjudice dans notre vie au quotidien. Pour vous présenter un petit peu ces biais cognitifs et vous montrer que ça date pas d'aujourd'hui, que leur exploitation non plus ne date pas d'aujourd'hui, à gauche, ici, on a le Petit Journal, qui donc, avant d'être une émission de Canal+, était un grand quotidien français du 19e siècle, tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque jour. Et le Petit Journal fait partie est le premier journal à faire une impression en couleur. Donc au début, c'était uniquement le dimanche, et c'était un supplément. Et ça, c'était une des toutes premières qu'ils font en 1907. Et on voit que dès qu'ils ont pu imprimer en couleur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont représenté du sang. Ils ont représenté du sang parce qu'ils avaient compris que déjà en faisant ça, ils allaient vendre plus. Alors évidemment, il y avait pas forcément de réflexion très poussée derrière sur l'usage de ils vendaient plus, ils mettaient des images trash. Alors juste par comparaison et pour rigoler, aujourd'hui quand on voit les magazines qui choquent, c'est pas forcément plus choc que ce qu'on avait au tout début du XXe siècle. Donc cette captation de l'attention, évidemment, elle commence de manière proto-industrielle au tout début du XXe siècle, mais c'est vraiment avec l'arrivée des nouveaux médias et des nouveaux modes de consommation culturelle qu'elle va se développer, et tout particulièrement avec la télévision, avec cette phrase de Patrick Lelay, donc le PDG TF1, qui disait en 2004, ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va concevoir un programme télévisé pour que vous restiez jusqu'à la pub, et donc finalement on capte votre attention jusqu'à ce que vous restiez jusqu'à la pub. Tout ça donc c'était avec la télévision, quand c'était TF1 c'était 10 millions de téléspectateurs au grand maximum. Maintenant avec Facebook ça peut être 1-2 milliards de personnes qui sont concernées par le problème, et donc du coup on le voit, on change d'échelle. Je crois que c'est Jérémy qui doit reprendre là. Alors c'est une chose qu'on se dit oulala, les grands méchants, ils trouvent des moyens pour nous prendre notre attention, nous voler de l'argent, etc. Et puis et ils font ça, c'est vraiment une démarche mercantile, c'est le méchant capital. Et puis en creusant, pas très profond, mais on se rend compte que ces réflexions sur comment comment on dit en français, comment nous inciter à avoir des actions qui vont dans le sens où on aimerait qu'elles aillent, et tout en évitant que les gens prennent conscience. Donc c'est le fameux, on y reviendra, mais le nudge par exemple fait ça, c'est que
vous voulez faire une action, mais vous dites ouais, j'ai le choix de la faire, mais en fait, ça a quand même été bien guidé. Voilà, toutes ces réflexions, elles sont portées à un niveau académique. Donc notamment le nudge, c'est Richard Thaler qui a eu le prix Nobel d'économie cette année. Et puis c'est aussi un laboratoire qui s'appelle laboratoire de captologie à Stanford qui réfléchit à ces questions. Alors bon, l'histoire du laboratoire de captologie de Stanford, elle est pas si noire que ça. C'est pas des mecs qui sont posés à Stanford, qui ont eu le logo et qui ont mis toute leur énergie académique au service du capital pour comment vendre plus. Au départ, il se trouve a priori que la démarche était sincère, que on va faire on va inciter les personnes à soit vivre mieux ou pouvoir plus avoir du pouvoir sur leur vie, pouvoir faire des actions qui sont meilleures si on suit telle ou telle morale. Et finalement, il y a comme toujours des dérives. Donc le fait qu'ils disent à la fin que ils travaillent, ce laboratoire de captologie travaille pour un monde meilleur. Bon, il y a tout évidemment le bullshit du monde meilleur qui est clair, mais c'était peut-être sincère au début. Bon, après, l'enfer n'avait pas de bonnes intentions, hein, mais bon. En tout cas, il y a une personne qui s'appelle Tristan Harris, qui, si je me souviens bien, est passé, ou en tout cas a croisé les pas des personnes qui étaient dans ce laboratoire de captologie. Donc qui a été CEO d'une start-up qui a été rachetée en 2011 par Google et qui travaille donc à Google à Gmail Inbox plus précisément. Et après un talk, après des réflexions, après un talk interne, après du travail, il se rend compte que Gmail finalement n'a pas cette démarche de vouloir préserver du temps à leurs utilisateurs. C'est qu'ils sont quand même dans cette démarche que voilà, il faut que les gens passent plus de temps sur le service possible. Et voilà, donc il fait un gros dossier, un rapport qui monte jusqu'à la hiérarchie. Cette hiérarchie lui dit OK, good job, et il devient philosophe produit de Google en 2014-2015. En un an et demi après, on va dire, j'ai un écho là d'un coup. C'est moi. Qu'il y a vraiment ces dissensions. On le voit, il y a beaucoup de personnes qui font leur mea culpa en ce moment, qui partent de Facebook ou de Google ou qui sont partis il y a quelque temps et qui voient que voilà, j'ai fait le mal, j'ai inventé le bouton like, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qui voient que finalement, dans une grande entreprise, c'est compliqué quand même d'avoir une démarche vraiment éthique. Donc voilà, il quitte Google pour se consacrer à Time Well Spent. Donc cette personne, vous la connaissez sûrement, Tristan Harris, elle a fait notamment un article sur comment les services numériques nous volent notre temps, donc en 2016. Et c'est pour nous une porte d'entrée. Ça a été pour nous une porte d'entrée. Voilà, donc par exemple, avant de passer vraiment aux exemples concrets par Carl, un exemple de ce qu'a pu imaginer Tristan, ou du moins son équipe ou ses équipes à Time Well Spent, c'est que d'un côté on a cet idéal que vous pratiquez sûrement du inbox zéro, de jamais avoir de mail dans sa boîte mail, de toujours tout traiter, de répondre, de supprimer, voilà, que ça soit super propre. Et de l'autre côté, ils ont réfléchi à un système qui permet en fait de bloquer sa boîte mail pendant tel ou tel temps dans la journée. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de débloquer, on permet de débloquer pendant 30 minutes ou 1 heure sa boîte mail. Voilà, et une fois qu'on a écoulé ce temps de 30 minutes, et ben on peut plus répondre à des mails, on peut plus aller sur sa boîte mail de la journée. Voilà, donc ça permet de faire d'une activité qui est un peu addictive. On a des notifications qui pop toutes les 2 minutes. On est toujours en train de voir si on n'a pas une réponse machin, hop, donc là ça la snooze et ça la bloque.
Du coup, moi, je vais vous parler des exemples concrets du design de l'attention, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on qualifie un peu, on entend le terme design de l'attention un peu partout. On a des exemples qui sont un peu toujours similaires, donc on va quand même vous les présenter, parce que c'est important de savoir ce dont on parle et aussi de ce dont on parle pas. Alors le premier exemple, c'est celui du fil d'actualité de Facebook. A priori, si vous allez sur Facebook et que vous n'avez pas un fil d'actualité qui soit infini, vous allez regarder les nouveaux messages, vous allez descendre, vous allez arriver à la fin de votre fil d'actualité, et puis vous allez vous dire bon bah voilà, j'ai tout vu, j'ai tout regardé, bon bah je peux partir. Sauf que ça, c'est pas du tout dans l'intérêt de Facebook, parce que si vous partez à ce moment-là, comme Facebook a un modèle économique qui est basé donc sur l'économie de l'attention, qui donc amène un design de l'attention, Facebook tire ses revenus du fait de vous présenter de la publicité d'un côté, et puis de l'autre côté, de capter vos données personnelles pour pouvoir les valoriser d'un point de vue économique. Donc si vous partez à un moment, vous empêchez Facebook de capitaliser sur vos données personnelles ou sur la pub qui vous présente. Donc Facebook vous met un fil d'actualité qui est infini, que vous continuez à scroller de manière continue, pour pouvoir vous présenter toujours plus de contenu sponsorisé ou toujours capter vos données. Un second exemple, donc voilà, ça c'était le scroll infini, pardon. Un second exemple, c'est l'autoplay de Netflix. Alors l'autoplay de Netflix, c'est intéressant parce que on voit que en fait vous avez quand vous finissez un épisode de série, le prochain épisode se lance après X secondes. C'est intéressant aussi parce que c'est lié vraiment à un biais cognitif. On parlait de biais cognitif tout à l'heure, c'est vraiment lié à un biais cognitif qui est extrêmement spécifique. C'est celui tout simplement de la fainéantise. J'ai la flemme de me lever de mon canapé pour aller dire bon bah j'arrête de regarder Netflix. C'est très simple de rester, et puis du coup Netflix passe à la prochaine vidéo. Ce qui est vraiment aussi intéressant avec Netflix, c'est qu'on voit rapidement que ce phénomène d'utilisation des biais cognitifs pour créer un design de l'attention qui réponde à une économie de l'attention, il est totalement conscientisé par ces sociétés. Parce que si vous prenez deux séries différentes sur Netflix, si une série est produite par Netflix, le temps de passage d'un épisode à un autre est de 5 secondes. Alors que si c'est une série qui n'est pas produite par Netflix, ça va être 15 secondes. Donc on voit bien que Netflix va hiérarchiser le temps d'attente en fonction de ses propres intérêts et en fonction de votre attention. Et c'est d'autant plus intéressant l'exemple de Netflix que ça pose aussi la question de est-ce que on est forcément dans comment définir une société, une société au sens une entreprise qui est sujette au design de l'attention. La réponse la plus évidente, ça va être de dire c'est une société dont le modèle économique est intégralement basé sur l'économie de l'attention, comme Facebook. Mais en réalité, quand on prend une société comme Netflix, on peut se dire, en fait, une fois que vous avez payé votre abonnement, Netflix, que vous regardiez des vidéos ou que vous regardiez pas des vidéos, a priori, il s'en fiche un petit peu, parce que de toute façon, vous avez payé votre abonnement. Sauf que en fait, comme Netflix c'est un système qui est un abonnement sans durée d'engagement limitée, Netflix justifie le fait que vous payez vous-même, vous justifiez le fait que vous payez votre abonnement par le fait que vous regardez des vidéos. Et donc plus vous regardez des vidéos, plus pour Netflix vous justifiez le fait d'être abonné. Et c'est ce qui va l'inciter à vous proposer toujours plus de contenu. Donc là on voit bien qu'on est dans un système qui est assez, je vais pas dire pervers, mais en tout cas qui est assez complexe, au sens où c'est pas tout noir et tout blanc. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec l'éthique, c'est que c'est pas manichéen, c'est pas vous êtes éthique ou vous êtes anti-éthique, c'est généralement entre les deux. Ce sera intéressant d'en discuter tout à l'heure quand on aura les questions. Donc voilà, Netflix c'est vraiment un exemple qui est très intéressant. Un autre exemple que j'ai oublié de mentionner, c'est celui des notifications, évidemment. Quand vous recevez une notification sur votre téléphone, évidemment vous avez une rupture de votre attention. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue attentionnel, votre attention, c'est une sorte de flux continu que vous pouvez dispatcher sur plusieurs cibles attentionnelles. Et quand vous avez une notification qui survient dans votre environnement, ça va casser votre attention. Donc vous allez mettre du temps ensuite à vous reconcentrer. Un temps que d'ailleurs Tristan Harris c'est pas Tristan Harris qui l'a mesuré, mais en tout cas il réutilisait les travaux d'une autre chercheur qui avait mesuré que il me semble on met 26 minutes à se reconcentrer une fois que notre attention a été brisée. Donc vous voyez, si vous avez des notifications qui pop systématiquement, ça peut vraiment être très préjudiciable à la préservation de votre attention.
Et c'est aussi pour ça que donc Tristan Harris proposait ce système de Gmail où vous pouviez bloquer les notifications de Gmail pendant une certaine plage de temps. Un autre phénomène de design de l'attention, c'est la gamification. Alors la gamification, c'est évidemment pas que ça, mais ça peut être en partie ça. C'est en partie ça parce que en fait, un biais cognitif, ça va être le fait de vous donner des objectifs. Parce que si on vous donne un objectif, enfin si vous êtes sur une plateforme, disons ici c'est Google Maps, vous pouvez commenter les lieux que vous connaissez sur Google Maps. Bon, a priori, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas grand monde qui va le faire. Donc Google va mettre un objectif. Il va vous dire, si tu mets des commentaires sur les lieux que tu connais, tu vas gagner des points. Et après, quand tu gagnes des points, tu passes des niveaux. Et ça, en vous donnant des cibles à atteindre, ça va vous inciter à le faire. Pour le coup, c'est le biais cognitif d'avoir un objectif et quand on en a un, on s'y tient. Un autre qui est encore plus vicieux, c'est celui d'Uber. Alors Uber, donc là, on a cette magnifique capture d'écran qui exploite aussi un autre biais cognitif qui est celui de l'aversion à la perte. Alors l'aversion à la perte, c'est assez simple, c'est que chacun, vous, moi, Jérémy, nous tous, on n'aime pas trop perdre et encore moins de l'argent. Et donc les chauffeurs Uber, ils sont pareils, ils aiment pas trop perdre de l'argent. Et donc quand les chauffeurs Uber veulent dire à Uber qu'ils ont fini leur journée de travail et qu'ils vont rentrer chez eux, Uber leur affiche cette petite notification qui leur dit mais est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir partir, parce qu'en fait si tu continues tu vas gagner encore plus d'argent. Et donc du coup ça c'est vraiment de l'exploitation d'un biais cognitif, alors même qu'on sait que si on mettait pas ce message, les chauffeurs a priori partiraient parce qu'ils ont juste envie de partir. Et c'est intéressant aussi parce que donc Uber a un concurrent aux États-Unis qui est je perds le nom, Lider, oui c'est ça, Lider. Et donc cette compagnie, elle justement ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller mettre ces petites notifications qui vont vous forcer à rester un petit peu contre votre gré. Lyft, pardon, oui pas Lider, Lyft. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'utilisation d'un biais cognitif très précis pour vous forcer à rester sur un système. Et donc là on voit ce que c'est vraiment le design d'attention. Jérémy qui réactive son micro. Alors, c'est difficile de voir vraiment l'étendue de la question et des problèmes est tellement large que on aurait tendance, il y a deux choses, on aurait d'une part tendance à vouloir réduire le problème à soit un aspect ou alors à un certain prisme, ou à vouloir tout faire. Donc bon, à designer éthique, on est convaincu qu'il faudrait vraiment traiter tous les prismes. Par contre, sur les pistes, on a quand même nos préférences. Donc les pistes, c'est quoi ? C'est de considérer en fait que le problème, c'est le problème des consommateurs et consommatrices, et que s'ils passent leur journée sur le téléphone à jouer à Candy Crush, c'est leur problème, c'est leur faute, et on est tous des êtres responsables. On a tous une volonté, et que c'est vraiment à nous de gérer ça. Donc ensuite, on va dire aussi que... Oui, c'est ça. Oui, désolé, c'est pas forcément très très. Attends, on se coupe, vas-y. Oui, désolé, je voulais juste dire que il me semble que ta phrase n'a pas été très claire, et justement on ne défend pas cette vision-là. On ne défend pas la vision qu'il faut stigmatiser l'utilisateur. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est un prisme qui est qu'on peut trouver. Ensuite, il y a un autre prisme qu'on voit régulièrement, c'est celui de dire que c'est on fait ça de manière caricaturale, mais pour que ça soit plus compréhensible, c'est de dire que c'est la faute au designer. Que dans les entreprises, c'est spécifiquement ces personnes qui ont la main sur la conception, sur on va rendre le modèle économique et ça, et puis les designers vont l'appliquer et vont se dire comment je vais faire pour que on passe plus de temps sur l'appli, qu'on dépense plus d'argent et tout. Donc il y a des personnes qui vont dire c'est vraiment ces personnes-là, c'est leur faute. Voilà. Donc on va leur faire un manifeste par exemple du design éthique, et que dans l'idéal ils devraient suivre pour être des bons designers. Et puis aussi donc on va dire à la fin que c'est le problème du capitalisme. Alors là c'est un troll qu'on a eu, où il n'y a pas de design éthique, le problème est dans le modèle économique de notre société.
Ce qui est pas faux en soi, mais ce qui est très compliqué en fait, c'est que on n'est pas dans une démarche de révolution, on est plutôt dans une démarche d'entrisme, c'est-à-dire de changer les choses de l'intérieur. On est plutôt des réformistes. Donc voilà, donc on peut changer les choses dans le business, mais voilà, il y a vraiment cette évolution à voir et on peut pas taper dessus comme ça. Il faut pas oublier non plus que comme le design, alors bon, c'est une grande discussion avec Karl ça, mais comme le design, la technologie elle est ni bonne ni mauvaise, elle est ni neutre. Voilà, donc on peut voir ça comme on a tendance à voir ça comme des méthodes, à des choses qui soit des méthodes, donc on va dire c'est neutre, soit voilà quelque chose qui est fondamentalement destructeur ou disrupteur et dévastateur ou fondamentalement positif, social, qui apporte le bonheur. Donc bon, ça complexifie aussi l'approche, et que on peut même pas attaquer le design ou la technologie sous le prisme du neutre, parce que clairement on n'existe pas. Et donc du coup, nous, on s'est dit... Vas-y. Ah oui, vas-y. Du coup, designer éthique, on considère que les choses elles vont changer par 3 aspects. C'est que déjà il faut influencer les utilisateurs et les consommateurs, notamment via les médias. Donc c'est pour ça que on essaye de sensibiliser les médias à relayer les questions de design de l'attention, de design éthique de manière plus générale, pour que les utilisateurs, même si ils vont pas forcément faire des choix différents de ceux qu'on pourrait vouloir qu'ils fassent, ils seront au moins avertis de ce à quoi ils sont exposés quand ils sont sujets à du design de l'attention. En deuxième lieu, on va aussi travailler à collaborer avec des régulateurs pour mener des actions de lobbying. En France, le régulateur principal pour ça, c'est évidemment la CNIL, qui a publié notamment il y a un mois maintenant un rapport sur l'éthique des algorithmes, et qui commence à s'intéresser fortement à cette question de l'attention. Ça se voit notamment dans le fait que ils sont partenaires des événements généralement qu'on organise, et ils sont aussi partenaires du mouvement que lance la FING sur le rétro-design de l'attention, pour faire notamment une sorte d'état des lieux, un benchmark des solutions qui pourraient exister légalement pour encadrer ces phénomènes de captation de l'attention des utilisateurs. Et puis enfin, il y a une troisième action qui va être de sensibiliser le monde des entreprises et de ses décideurs. Alors ça comprend 2 sous-ensembles. On pourrait dire, d'un côté, ça va être de sensibiliser les designers, même si ces derniers sont quand même assez déjà ouverts à ce type de problématique et viennent régulièrement d'eux-mêmes nous voir. Et puis l'autre aspect, c'est sensibiliser en fait vraiment les décideurs des entreprises, parce que quand on regarde le fonctionnement d'une entreprise où travaillent des designers, que ce soit des UX, des UI, des designers sprint, tout ce que vous voulez, généralement c'est pas le designer qui prend vraiment les décisions. Quand on vous demande de concevoir un produit, ce produit va s'inscrire dans un modèle économique qui induit des choix prédéfinis pour votre produit. Donc mine de rien, le designer il a pas toute l'emprise qu'il voudrait sur le produit qu'il doit réaliser. Qui plus est, généralement il n'est pas tout seul, il est au sein de toute une équipe qui peut ne pas partager ses valeurs, et donc sensibiliser directement les décideurs des entreprises à appliquer ces méthodologies de design plus éthiques, ça nous semble particulièrement important. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu tout ce qu'on voulait vous dire en préambule de ce webinaire. Généralement le débat qui suit, on l'intitule « L'attention est notre avenir, économisons-la ». C'est pas un hasard, c'est aussi parce que l'attention, c'est, comme on vous l'a dit, un flux. Alors ça, je peux y revenir peut-être quelques instants aussi. C'est que qu'est-ce que c'est que l'attention? Donc l'attention, c'est un flux. On pourrait considérer que c'est un flux énergétique. Comme je vous le disais, on peut le fragmenter, on peut le diviser, on peut le cibler sur un objet précis. Mais néanmoins, il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre. C'est que l'attention, elle est tout le temps là, et que donc le design d'attention
Le design de l'attention, ça peut s'appliquer à peu près à n'importe quoi finalement. Quand vous êtes en voiture et que vous arrêtez un feu rouge, si le feu il est rouge, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on sait que le rouge est la couleur qui va la plus capter votre attention et que donc vous allez la voir. Alors évidemment, on n'est pas dans du design interactif d'attention au sens du design numérique. Néanmoins, on est quand même dans la création d'objets qui va utiliser votre attention. Donc c'est important de ne pas voir que l'attention, c'est purement numérique. Comme on vous le montrait tout à l'heure avec les journaux, avec la télévision, ça peut se retrouver dans n'importe quel domaine. Donc ça, c'était le premier point, l'attention, c'est partout. Et puis le deuxième point, c'est que l'attention, c'est pas quelque chose qu'on a découvert il y a 3 ans. Avec Tristan Harris, il y a des chercheurs qui font des études dessus depuis des dizaines d'années. En France, vous avez notamment un très grand, très célèbre philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, qui travaille depuis de nombreuses années sur la question de l'attention, qui a notamment défini comment fonctionnait l'attention. Alors Harry Stiegler, il y a toute une équipe, il va y avoir Yves Citon notamment qui est assez connu, il y en a un autre qui s'appelle... Désolé, j'ai oublié son nom, c'est pas très grave. Et donc si on veut détailler un petit peu ce que dit Stiegler, il vous explique qu'en fait votre attention, donc c'est ce flux, et qu'elle peut être décomposée entre ce que c'est votre attention maintenant, à l'instant T, à l'instant présent, donc ça c'est votre attention, ce qu'elle était dans le passé, donc ça c'est la rétention, et ce qu'elle sera dans le futur, et ça c'est la protension. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Stiegler vous explique que votre rétention notamment, donc votre attention dans le futur, elle peut se décomposer en 3 phases. Donc vous avez une rétention qui va être primaire, c'est ce dont vous vous souvenez à un instant T, donc en fait c'est si on prend notre attention présentement, c'est cet exposé. Votre rétention primaire, c'est les dernières slides qu'on vous a montrées. Votre rétention secondaire, ça va être les slides de tout début dont vous vous souvenez, donc c'est ce que votre mémoire a emmagasiné. Puis vous avez aussi une rétention tertiaire, qui est là ce que nous, on a écrit. C'est-à-dire que si on vous envoie ce document, ce slide après ce webinaire, ce sera de la rétention tertiaire parce que ça vous permettra de mobiliser des formes de rétention secondaire. Et de l'autre côté, donc vous avez de la protension, et la protension, donc c'est la projection de votre attention dans le futur. Et cette protension, en fait, c'est par exemple quand vous entendez une musique que vous connaissez, vous êtes dans donc de la rétention secondaire, et vous allez fredonner les notes qui vont arriver. Et ça, c'est de la protension. Donc en fait, votre attention, elle est présente. À ce moment-là, c'est ce qui se passe maintenant, mais elle dépend de ce qui s'est passé et elle peut influencer ce qui va venir. Et ça, c'est très important aussi dans les phénomènes donc de captation de votre attention, parce que vos biais cognitifs, a priori, sont basés quand même sur ça. Donc voilà, ça c'était le petit point Bernard Stiegler, et je peux vous inviter à aller lire un article sur Ars Industrialis, qui détaille ces points en particulier. Et puis il y a aussi une conférence qui avait été donnée à USI il y a quelques années, qui se regarde sur YouTube et qui est réalisée par le 3e larron de Bernard Stiegler, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Puis ça, c'était pour vous parler du nudge, mais ce sera probablement tout à l'heure. Donc je pense que là, on en a fini à peu près avec notre présentation. Alors on a encore quelques éléments, mais on peut, enfin je sais pas si c'est déjà le temps des questions, si on continue à repréciser des choses comme le nudge ou des questions, enfin des réflexions qu'on peut avoir en ce moment pour préciser en fait cette discussion qui est autour de l'éthique. Alors, de mon point de vue, on peut s'arrêter là et démarrer les questions et ensuite revenir dans les réponses sur des éléments que vous avez préparés dans le support. Il n'y a aucun problème. Les étudiants, c'est à vous. Vous avez la parole. Du coup, je vais arrêter. Justement, donc vous avez parlé qu'il y avait une certaine tension entre les besoins en tant que consommateur et ceux en tant qu'humain. Et donc, où se situe la limite entre interface rentable et respectueuse, et comment le designer peut-il décider lui-même de cette limite qui est personnelle? Je commence à répondre. C'est pas en fait si personnel que ça. Si on prend un autre exemple, un autre domaine qui est aussi sujet à ces questions d'éthique. Par exemple la psychologie, donc quand vous menez une étude scientifique en psychologie, vous faites pas ce que vous voulez, vous pouvez pas manipuler de la manière dont vous voulez vos patients. Par contre Facebook lui peut le faire. Et ça c'est assez bizarre, c'est que il y a l'éthique, elle est pas si peu définie que ça.
C'était le premier point. Disons que pour certaines personnes, c'était fini. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'éthique. Ça, on peut le préciser grâce à la CNIL. Donc le rapport qu'elle a publié justement sur l'éthique des algorithmes est vachement intéressant parce que elle parle spécifiquement de qu'est-ce que l'éthique pour la CNIL. Et donc elle explique que l'éthique peut être entendue de 3 manières différentes. La première manière, c'est la manière philosophique, un peu compliquée, qu'on connaît tous parce qu'on l'a vu au lycée, mais qu'on n'est pas trop capable de résumer et qu'on associe très souvent à la morale. Et ça, c'est pas forcément la manière dont on va défendre l'éthique. Enfin, en tout cas, ni la CNIL ni nous. La deuxième manière de voir l'éthique pour la CNIL, c'est ce qu'il y a en dehors du droit. Et donc ça, c'est une notion qui est assez importante dans le milieu numérique et qui est assez importante aussi pour nous en tant que designer éthique, parce que c'est un peu comme ça qu'on a fondé aussi l'association. C'est que souvent dans le numérique, quand on va dire ça c'est pas éthique ou c'est éthique, ça veut dire en fait ça c'est couvert et c'est pas couvert par la loi. Et la troisième manière de l'entendre pour la CNIL, et on trouve qu'elle est vraiment intéressante cette discussion, enfin cette réflexion, c'est de dire qu'en fait l'éthique c'est ce qui va précéder la loi. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des associations comme la FING, comme la nôtre, comme Time Well Spent ou comme Transparence Algorithmique, Transparence Algorithmique, je sais plus exactement leur nom, Algo Transparency, voilà, pardon, Algo Transparency, qui va faire un rapport avec la FI, avec la FING. Ensuite, vous allez avoir la CNIL qui va reprendre ça, donc qui va intégrer les réflexions d'associations et de partenaires tiers dans sa propre réflexion, qui vont ensuite passer dans la loi. Donc ça peut être une troisième définition de l'éthique. Donc la grande problématique, c'est déjà qu'est-ce que c'est que l'éthique réellement dans le milieu du numérique. Il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Chacun a une réponse qui va lui être propre. Mais moi, j'ai plus tendance à me tourner vers la définition de la CNIL que je trouve vraiment intéressante. Du coup, une fois que j'ai dit ça, je peux vraiment répondre à la question qui était, si je me rappelle bien, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des interfaces à la fois rentables et respectueuses. Et donc, le premier élément de réponse, c'est qu'il y a à la fois, il y a rentable et super rentable. Il y a plein de business models qui sont basés sur des interfaces qui sont a priori respectueuses de leur environnement et qui pour autant sont rentables en soi. Je veux dire, si on sort du numérique, nous restons dans le numérique. Si on reste dans le numérique, si on prend vraiment l'attention. Google, le moteur de recherche de Google est plutôt respectueux de votre attention et pourtant c'est super rentable. Donc c'est pas forcément contradictoire. Après il y a l'autre division qui va être est-ce que design de l'attention c'est la même chose que design éthique? Donc là on en revient à ce que disait Jérémy au début de la présentation, à savoir que on peut qualifier le bien fondé d'un design de plusieurs manières différentes et avec plusieurs critères différents, et que tous ces critères vont pouvoir s'ajouter ou se soustraire, et que c'est assez difficile d'avoir un produit qui répond à tous les critères. Donc Google, le moteur de recherche, même s'il est globalement respectueux de votre attention, il va moins l'être de votre vie privée par exemple. Et donc la question de l'éthique, du respect de l'utilisateur, elle est assez complexe. Si on prend tous les aspects, globalement il y a, à mon sens, pas de service qui la respecte, et c'est peu probable qu'il y en ait. Mais après, si on prend des points particuliers, oui, il peut y avoir des réponses. Je sais pas si Jérémy t'as autre chose à dire. Je peux rajouter deux points. Le premier sur le poids des designers ou l'impact que peuvent avoir des designers en général. Donc ça reprend aussi un point de la présentation, c'est qu'on le voit très bien que dans des grandes entreprises, donc a priori les entreprises qui, donc pour faire simple, les GAFAM, qui ont vraiment une certaine, un certain oligopole numérique. Un designer, c'est un employé comme un autre, et il doit répondre à sa hiérarchie, et c'est un principe très simple en entreprise. Donc le designer peut pas dans son coin s'amuser à dire ou à faire l'inverse parce que ça respecte ses valeurs. C'est dans le contrat, pas dans le papier, mais dans le contrat du travail, de son travail, c'est que voilà, tant contre argent, et il y a des choses a priori qui sont moins négociables que d'autres. Donc voilà, donc c'est que si la stratégie d'une entreprise dans laquelle un designer est la suivante, c'est-à-dire
on fait tout ce qu'on peut avec les données, on essaye de faire le service qui rend le plus addict possible et tout. Ces designers, à part partir, il a pas des masses de choix. Bon, après il y a cette question de le designer indépendant ou les designers, les collectifs de designers. Là, peut-être que ça prend une autre forme. C'est-à-dire que des designers ensemble vont être plus forts, peut-être mener des actions. Alors est-ce qu'il faudrait des syndicats, par exemple, de designers qui disent nous on est des designers éthiques et à Google et que on a une certaine force. On participe à telle ou telle réflexion. On est au conseil de surveillance, au conseil d'administration. Voilà, c'est peut-être une réflexion à avoir. Ensuite, sur l'autre point, c'était sur la rentabilité. Je pense que la question de la rentabilité des services elle existe, mais elle est assez marginale par rapport à la question du profit. C'est que il y a de grandes chances que les services globalement, quand ils fonctionnent à peu près, ils fonctionneraient aussi, ils arriveraient à être à zéro ou à avoir un niveau qui leur permet d'évoluer et de vivre. Et là vraiment pourquoi on utilise l'attention, les mécanismes, les biais où on exploite les biais cognitifs, les données, etc., c'est pour générer plus de profit. Voilà, donc là peut-être qu'il y a vraiment cette réflexion du modèle économique global, de l'économie de marché comme on dit, qui est que une année tu dois avoir N+1 doit être la croissance doit être plus importante que à N-1. Voilà, donc là-dessus, oui, il y a peut-être une réflexion et nous, on n'a pas encore ces réponses sur comment faire un service qui est respectueux et qui permet d'amasser le plus de profit possible. Pour l'instant, la réponse est que ça en amassera forcément moins. Si je peux juste poursuivre la question, en fait, sur une approche de responsabilisation de l'internaute. Parce que si je comprends bien votre démonstration, il me semble qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels on a un peu cette tension entre rentable et éthique. Par exemple, l'alimentation. C'est un sujet d'actualité. Quand je vais faire mes courses, je peux acheter du bio équitable ou du pas bio équitable et je fais un choix en fonction de mes moyens et de ce à quoi j'accorde le plus d'importance. Aujourd'hui, si j'utilise un service en ligne numérique, en fait, il n'y a pas de label, quoi. Il n'y a pas un label qui serait ce site a été designé éthiquement ou ce service a été designé éthiquement. Il est, moins bon, c'est compliqué à évaluer, mais il est utilisez plutôt celui-là parce que voilà, vous faites un choix numériquement équitable, voilà, c'est ça, et éthiquement designé. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été discuté ou évoqué, de nommer ça? Il y a 2 points qui sont intéressants dans votre question. Le premier, c'est effectivement l'agroalimentaire, parce que c'est effectivement la comparaison qu'on utilise pour parler du design éthique, pour dire que aussi le design éthique, ça ne se réduit pas à l'attention, au design de l'attention. Comme on dit, si vous achetez des pommes bio qui viennent d'Argentine, a priori, vous vous souciez donc du problème agroalimentaire, mais vous vous souciez d'un aspect du problème agroalimentaire qui est le bio, et pas forcément du local. La question du design éthique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on peut le prendre sous le prisme de l'attention, mais on peut aussi le prendre sous le prisme de la protection des données personnelles, du respect de l'environnement, de plein d'autres sous-sections. Et donc, c'est vraiment, c'était intéressant que vous le recitiez. Ensuite, sur la question du label, c'est quelque chose qui a été effectivement discuté, qui revient même régulièrement sur la table. À chaque fois qu'on en discute avec d'autres designers, on nous dit oui, il faudrait qu'on crée un label, etc. Ça pose énormément de problématiques, on pense, parce que en fait, déjà, il faut avoir une sorte de certification que le label il vaut quelque chose. Puis ça veut dire que aussi on labellise selon nous, c'est-à-dire qu'on labellise selon nos valeurs. Et donc ça, c'est un choix à faire, mais c'est un choix. Je sais pas si tu veux compléter, Jérémy. Oui, ça revient beaucoup ça fait bien le parallèle, bien écho aux grandes réflexions qu'on a en ce moment sur la préparation de l'événement Ethics by Design à Paris. C'est qu'il y a cette question de est-ce qu'on est là pour
pour mener des réflexions, poser les bonnes questions, les meilleures questions possibles, que chacune à un niveau individuel, au niveau de son entreprise, au niveau où on se voyant en tant que citoyen, salarié, etc., peut répondre, ou est-ce qu'on est aussi là pour apporter des solutions ou des réponses à dire voilà, selon nous, on a pris tous ces éléments, tous ces paramètres, et selon nous, un design éthique, c'est ça, ou une valeur à laquelle on adhère, c'est celle-ci. On n'a pas encore on n'a pas encore pris la décision. Et il y a des choses qui commencent à arriver. Rédaction d'un manifeste qui va être plutôt dans l'ordre de principes généraux, dans des choses où vraiment on est d'accord. Après, est-ce qu'on peut apparenter ça à des valeurs? Pas forcément. Voilà, donc il y a peut-être encore une marche à faire pour se dire, mais et avoir la réflexion de est-ce que à terme un label designer éthique, par exemple, est pertinent, ou un label tel. A priori, il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent à être d'accord sur le fait qu'un bon site ou un bon service, je parle par exemple un service qui va pas exploiter et revendre les données partout, déjà parce que c'est illégal, mais ensuite parce que si on le fait vraiment de manière sobre, on peut aussi, si on n'a pas besoin des coordonnées GPS, autant pas les utiliser. Voilà, il pourra avoir un label dessus, c'est peut-être quelque chose qui est assez objectif. Sur le design, il y a évidemment des éléments qui sont peut-être aussi objectifs, mais il y en a aussi d'autres qui vraiment rentrent vraiment dans une réflexion justement éthique individuelle. Et puis, il me semble que j'avais quelque chose... oui, c'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui il y a une sorte de mini... c'est pas une guerre, mais en tout cas il y a un vrai intérêt pour la sémantique dans le mouvement, où on va avoir nous qui défendons ethics by design, alors que d'autres défendent ethics for design, voire ethics on design. Et donc ça pose vraiment des questions de fond d'éthique. Est-ce qu'on est là pour imposer une éthique aux designers, ou est-ce qu'on est là pour co-construire une éthique avec les designers? Et auquel cas, c'est à qui de prendre la parole pour définir l'éthique? Merci beaucoup à les étudiants, Stan. Étudiantes, pardon. Oui, du coup, en fait, moi je voulais un peu revenir là-dessus. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était biais cognitif et par exemple du fait d'avoir les vidéos qui passent immédiatement sur Netflix en attendant, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que les utilisateurs qui sont habitués à ça et qui les utilisent et qui les apprécient seraient prêts à changer, seraient réceptifs à une autre forme du coup de design plus éthique de ces choses qu'ils utilisent tout le temps et qu'ils apprécient en fait? Tu veux y aller? Allez. Donc si je comprends bien la question, c'est de dire est-ce qu'un design éthique et un design... Bon, je raccourcis, je fais simple, mais est-ce qu'un design éthique peut être sexy? Est-ce qu'un design éthique est quelque chose qui sera bon? C'est ça la question? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça va, est-ce que ça pourrait supplanter ou être une alternative vraiment valable? Alors il y a deux niveaux de lecture. Il y a le premier qui est celui de la de l'éthique par défaut en fait, qu'un service soit designé, qui ait certaines choses qui au lieu d'être à piloter ou à paramétrer en allant chercher dans le troisième sous-menu au fond à gauche, des choses qui soient déjà paramétrées de base pour préserver notre attention. Par exemple, si on reste là-dessus, donc ça va être, c'est vrai que l'attention est assez, c'est un concept fort, surtout pour réfléchir aux utilisateurs. Enfin, c'est vrai qu'il y a des problématiques, par exemple éthiques, environnementales, qui sont peut-être un peu plus dures à saisir. Mais donc sur l'attention, voilà, au lieu que la personne ait à désactiver toutes les notifs sont désactivés de base et elle peut facilement mettre les notifs qu'elle a envie d'avoir. Donc ça, a priori, ça change pas des masses un service. C'est qu'un service pourrait très bien décider le même. Vous regardez une appli que vous avez, hop, Gmail. Et ben au lieu qu'il y ait les notifications par défaut, elles y sont pas et on me dit comment aller activer les notifs.
Ensuite, oui, il y a probablement cette réflexion, donc ce deuxième niveau, où la question est intéressante, de comment vraiment faire un service qui est respectueux de l'utilisateur, donc pas juste sur les notifs, mais en général. Là, oui, est-ce que le service sera moins bon il y aura peut-être pas moins, il y a peut-être moins d'effets waouh. Peut-être que ça peut être moins intéressant ou sympa à utiliser si les designers restent les mêmes. Si le design c'est un design qui capte l'attention, qui est un design par défaut, mais qui devrait être en fait, comment dire, si c'est les mêmes personnes qui designent un service qui est censé être éthique et qu'ils ont l'habitude de designer des super services qui rendent addict comme c'est pas possible, en effet on a peut-être un souci. Mais peut-être justement que le design doit évoluer lui-même, la pratique, la profession, pour que par exemple le jeu, la gamification entre moins dans le design qu'auparavant. Donc c'est que on fasse par exemple moins appel à des personnes qui ont développé ou qui ont réfléchi à du game design dans le passé pour construire des applications de messagerie. Bon, par exemple Slack, où il y a certains mécanismes, on voit qu'ils sortent du jeu. Bon, après il y en a plein, on l'a vu tout à l'heure avec Google Maps. Et donc ça peut être une première étape, c'est qu'au lieu d'avoir vraiment cette volonté de faire des services qui rendent addict, je sais pas moi, d'aller chercher des ethnologues ou des sociologues qui vont aussi être là dans la conception et qui vont vraiment réfléchir aux besoins, à l'envie, et que si en fait le service ne doit pas faire appel à des mécanismes d'addiction ou de pousser les gens à faire ci, parce que des fois c'est cool. Enfin, moi j'aime bien, ou j'aimerais bien, ou je sais pas, qu'il y ait un système qui m'oblige et qui réussisse à me faire du sport. Par contre, des fois, j'ai absolument pas envie que le système me fasse jouer à Candy Crush. Karl ? Ouais, pour compléter, c'est vrai que la question de savoir qu'est-ce qui est, la mesure dans le design des services est assez complexe, et ça peut pas être juste on va abroger tout ce qui peut amener à du design de l'attention, à de la captation de l'attention. Si on prend l'exemple que je ressors souvent, c'est on est bien content quand même que les impôts nous envoient une notification quand on doit les payer, parce que si c'était pas le cas, on aurait quand même des problèmes. Mais effectivement, il y a une juste mesure entre d'un côté de dire on va avoir toutes les notifs, et de l'autre côté de dire on va avoir les bonnes notifs, voire on va activer nous-mêmes les notifs si on veut les avoir. Et puis pour rebondir sur le tout début de ta réponse, que je trouve intéressant, c'était effectivement le fait de dire qu'il y a des services qui sont déjà existants et qu'on pourrait rendre un peu plus éthiques en ayant des micro-actions dessus. Donc effectivement, par exemple, rendre les notifications désactivées par défaut. Et puis après, il y a la manière dont on peut réfléchir à des services qui soient vraiment différents dans leur manière d'être conçus. Et là, je vais citer notre ami Irénée Regnault du Mouton Numérique, qu'on aime bien, et qui disait que personne n'a jamais pensé à créer en fait un GPS qui vous emmènerait à la destination, à votre destination avec le chemin qui a l'empreinte carbone la moins forte. On vous dit toujours le plus rapide, le moins coûteux. Mais ça, c'est un choix du designer. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a aussi des choix à faire. Voilà. Oui, on avait une question. Alors du coup, c'est pour rebondir un peu sur la question qui vient d'être posée, mais je pense qu'il va falloir y répondre un peu sous un autre angle. La question, c'était est-ce que les utilisateurs sont réceptifs à ce nouveau design? Donc certes, il y a plein de façons de faire ce design-là. Notification, pas notification, c'est une partie de la question. Mais est-ce qu'on doit attendre des utilisateurs qui s'intéressent à la question de l'éthique dans les produits qu'ils utilisent, ou est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce que ce soit les entreprises qui d'elles-mêmes prennent l'initiative de créer des produits concurrents et qui donnent l'alerte en fait à leurs utilisateurs en leur disant nous on a créé par exemple comment ça s'appelait New Humanity, quelque chose, la boîte mail verte, la écolo,
où ils vont dire bon bah nous voilà, on protège vos données personnelles, etc. Venez chez nous, on est meilleurs que les autres. Donc est-ce que finalement c'est pas maintenant à toutes les entreprises de développer en interne des sortes de comme tu disais tout à l'heure, de flags, de labels en disant nous on est éthique, venez chez nous, ou pour déclencher cette je sais pas comment dire, cette prise de conscience auprès des utilisateurs, ou est-ce que il va falloir aller plus du côté des utilisateurs en leur disant regardez tout ce qu'on a sur vous, un peu comme ce qu'a fait la FING avec le Self-Data, avec le projet Mes Infos, en leur disant allez-y, connectez avec des API, un peu des petits connecteurs là pour aller récupérer vos données sur la banque, sur vos agendas, etc. Et on va se rendre compte avec un dispositif que les entreprises ont sur nous, et par là on va rentrer dans une démarche un peu plus éthique, je pense. Vu au fait qu'on s'en soit rendu compte. Mais là, c'est pas le service en lui-même qui nous est utile, c'était juste pour une prise de conscience, le projet Mes Infos. Comme moi, je l'ai compris. Voilà. Donc c'est un peu ça, où est-ce qu'on met l'éthique là-dedans? Je crois qu'il y a plein d'aspects de réponse. Je vais essayer d'en donner certains en évitant de trop en oublier, mais Jérémy sera là pour compléter. Le premier, c'est que effectivement, c'est jamais machiavélique, c'est jamais tout bien ou tout mal, et les utilisateurs sont jamais tous d'un côté et tous de l'autre. Il y en a que ça préoccupe. Ces questions de données personnelles, d'attention, etc., probablement parce que ça fait aussi partie des préoccupations de notre milieu social. On est forcément anthropocentré, ethnocentré, ça, il n'y a pas de... Il y a rien à faire, on va défendre les valeurs de nos groupes, alors qu'il y a des utilisateurs en fait qui probablement s'en fichent totalement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point pour argumenter ça, c'est de regarder dans un autre domaine qui est les algorithmes. Moi je travaillais sur les algorithmes de recommandation dans mon mémoire du master Archinfo. Je me suis intéressé notamment à l'algorithme de Netflix. Et sur l'algo de Netflix, ils se sont vraiment posé la question de savoir, et donc du coup les utilisateurs ils aiment regarder ce qu'ils apprécient. Enfin voilà, quand on leur fait des suggestions, ils vont cliquer sur ce qu'ils aiment le plus, et donc nous on va chercher à leur mettre ce qu'ils aiment le plus pour qu'ils cliquent plus. Puis un jour les ingénieurs de Netflix se sont dit bah ok, mais si on faisait l'inverse, si on mettait un truc qui n'a rien à voir avec leur centre d'intérêt, est-ce qu'ils seraient ouverts à aller voir d'autres choses? Et finalement, aucun utilisateur n'a cliqué sur cette suggestion qui n'avait rien à voir avec les centres d'intérêt de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur il n'est pas présensibilisé à ces questions-là, globalement, nous on pense qu'il s'en fichera en fait, il ira même pas vous voir. Donc ça, c'était le premier point pour dire que les utilisateurs qui veulent faire cette démarche, a priori, ils la font déjà. Donc après, il y a comment est-ce qu'on intéresse les autres. Comment est-ce qu'on adresse les autres, à défaut de les intéresser. La pub que Quant avait fait sur le respect des données personnelles était pas mal, mais là encore, c'était est-ce que ça a vraiment plus d'impact que ceux qui sont déjà sensibilisés à ça? Je suis pas forcément convaincu. Je sais pas si vous l'avez vu la pub de Quant. C'est un mec qui roule en vélo, qui fait du jogging dans la forêt, puis il croise un garde forestier qui lui déroule son historique personnel. Et la conclusion, c'est de dire pourquoi est-ce que vous acceptez des services numériques ce que vous n'accepteriez pas dans la vraie vie. Et c'est tout à fait vrai. Mais là encore, ça nous parle à nous parce qu'on est concernés, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc pour adresser les autres, effectivement, il y a la question des entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent s'impliquer pour être plus respectueuses des utilisateurs. Nous, on pense que par défaut, les entreprises elles vont s'intéresser uniquement à ceux qui sont déjà sensibles à ça. Et que les entreprises qui vont aller vers une démarche éthique vont être des entreprises qui vont le faire parce qu'elles ont intérêt économiquement à le faire. Pour vous donner, on va pas te donner de nom, mais globalement, les sponsors de nos événements sont pas des sponsors par hasard. Ils sponsorisent nos événements parce que ça améliore leur image de marque. Ça, on en est conscient, mais voilà, les entreprises n'ont pas forcément intérêt à dépenser de l'argent, ou plutôt à moins gagner d'argent. Oui, elles n'y ont pas intérêt, la phrase est un peu redondante, mais en la reformulant, ça donnerait les entreprises ne vont pas chercher d'elles-mêmes à gagner moins d'argent, il faut qu'elles y aient un intérêt. Et donc tout ça pour dire qu'à la fin, nous, ce qui nous semble important, c'est que ce soit l'État qui prenne ses responsabilités et qui dise voilà les limites juridiques de ce qui est acceptable en termes d'exploitation des données personnelles, de l'intégrité cognitive des personnes, de l'environnement, et voilà ce qui n'est pas acceptable. Et donc, à partir de ce moment-là, si l'État fait cette démarche, il y aura même plus besoin de convaincre l'utilisateur. En fait, l'utilisateur, il sera forcément face à des services qui respectent ça. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais moi, ma réponse, c'est les utilisateurs qui sont sensibilisés, a priori, c'est qu'ils le veulent bien. Et ils le sont déjà, en fait. Si je peux rajouter,
un petit point, c'est le parallèle avec pour reprendre l'alimentaire, le bio. C'est qu'on va avoir certains produits en fait qui vont intéresser ou qui vont viser des niches ou au moins des segments de consommateurs. Et que le bio est plus cher et c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour tout un tas de choses. C'est relatif, mais par rapport à la bouse du dernier rayon. Par contre, faut payer le prix et puis finalement on voit que globalement il y a pas mal de liens, il n'y a pas que des liens en fait de financiers. C'est pas forcément vrai de dire que manger bon c'est pas moins cher que manger bien, que manger qu'est-ce que j'ai dit, oui, qu'en fait manger bon ça coûte un certain prix. Après on voit aussi qu'il y a un certain capital social. Il faut un capital social, il faut un capital culturel pour éventuellement avoir cette démarche d'aller dans un magasin bio, d'aller voir, je sais pas moi, des habits qui sont fabriqués de telle ou telle manière, pour aller acheter ou pour s'intéresser, même si c'est un débat en soi, mais acheter un Fairphone, voilà. Donc c'est pareil aussi pour des services numériques, c'est que il y a de grandes chances que un service qui est respectueux de l'attention des données et de tout un tas de choses soit un service payant. Et donc la question c'est est-ce que tout le monde en fait va aller vers un service comme ça? On a tendance à dire non. Donc c'est pour ça qu'il faut donc il faudrait que le service soit gratuit et il faudrait que ça soit indolore pour l'utilisateur. C'est que on pense que des services comme ça respectueux doivent évidemment arriver avec une image de marque, un marketing, mais ne doivent pas avoir un marketing qui soit clairement défini pour ces CSP+, mais que ça soit des applications ou des services grand public. Donc là, voilà, ça doit venir de l'entreprise. Et l'entreprise ne devrait pas attendre un certain intérêt qui viendrait évidemment pas de la majorité de la population. Si je peux juste prolonger la question, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu temporelle également qui se pose? C'est-à-dire que je me souviens les premières fois où j'ai vu mon smartphone m'alerter sur un certain nombre de choses, j'ai plutôt trouvé ça très enthousiasmant, en me disant c'est génial, il me prévient parce qu'il a vu que j'avais un rendez-vous dans mon agenda et donc il me dit il faut que tu partes parce que sinon tu vas être en retard. Je me dis c'est super, et au bout d'un moment c'est quelque chose qui rentre dans mes habitudes et sur lequel je commence à me questionner, mais ce que je veux dire c'est que si je prends des gens qui sont peut-être moins proches des problématiques numériques que nous, est-ce que il y a la même perception de ce qui est éthique ou de ce qui est un service à réelle valeur ajoutée de leur point de vue, quoi. Et est-ce que dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, on se dira pas, finalement, on a d'autres attentes et donc fixer la limite entre ce qui est éthique et pas éthique aura encore bougé. Je veux plus de notifications sur mon smartphone parce que j'ai celles qui sont intégrées dans mes lunettes et donc c'est plutôt là-dessus que je vais faire peser mes attentes en termes d'éthique, de design, quoi. Oui, il y a Stéphane Vial qui a une réponse qui n'est pas consensuelle du tout dans la communauté, j'ai l'impression, mais qui a quand même une réponse qui est de dire que toutes les technologies qui ne sont pas assimilées sont traitées avec des formes de rejet plus ou moins prononcées, et donc de dire que les gens qui ne sont pas nés avec le numérique vont rejeter le numérique et que ceux qui seront nés avec le numérique accepteront plus le numérique, et que ceux qui seront nés avec le fait qu'il n'y ait plus de vie privée, ils accepteront qu'il n'y ait plus de vie privée peut-être. Je sais pas, j'ai pas de réponse absolue là-dessus. Moi, quand je regarde dans mon entourage, notamment les personnes de la génération de mes parents qui, quand j'ai été lycéen, me faisaient des leçons de morale à longueur de journée sur la protection de mes données personnelles sur cet étrange espace qui était le web, aujourd'hui c'est les premiers à aller mettre sur toutes leurs photos de famille sur Facebook, quoi. Donc ces questions de temporalité sont vraiment effectivement importantes. Après, est-ce que ça va aller dans le bon sens? Là, je suis beaucoup moins convaincu. Je pense que notre biais cognitif de fainéantise est assez fort quand même.
sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Jérémy. C'est bon. Je voulais juste savoir s'il y avait des sanctions mises en place par rapport, par exemple, à l'accessibilité des conditions générales ou de ce genre de points. Pas que je sache. À partir du moment où c'est accessible au sens où tu as un lien pour y aller, ben... Si les conditions générales sont, je sais pas, encore 3 ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de... Il me semble que non, et justement, il y a même des... Enfin, ça pose deux questions. Effectivement, il y a la question d'un point de vue légal. Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi? Il me semble que oui, mais je saurais pas répondre précisément. Puis il y a l'autre question qui est que, est-ce que par le design, des fois, et la loi, on va pas créer des mauvaises habitudes? Et il y a un exemple, notamment à ce propos, qui est l'obligation pour tous les sites de mettre qu'ils utilisent des cookies et que les utilisateurs ont le droit... non, les utilisateurs ont le droit d'accepter et le droit d'en savoir plus la plupart du temps, même si théoriquement ils ont le droit de s'y opposer, mais ça c'est moins le cas. En fait, il y a une bonne réflexion une partie de la réflexion dans la communauté qui va être de dire que c'est totalement contre-productif de faire ça parce que on crée tellement l'habitude d'avoir ce message chez les utilisateurs à chaque fois qu'ils arrivent sur un nouveau site web qu'en fait ils en ont plus rien à faire. Et donc cette question d'une part de la législation et puis d'autre part de comment on la met en place, comment on la design, elle est vraiment importante. Moi je pense qu'effectivement il devrait y avoir une législation sur de la même manière qu'on détaille les produits qui composent un plat préparé ou même n'importe quoi dans un supermarché, on devrait avoir l'obligation de présenter clairement ce que c'est qu'un site web. Mais il me semble que c'est pas qu'il n'y a pas de législation en la matière. Surtout qu'il y a c'est peut-être un problème un problème. Une forme de libéralisme en fait, c'est que les États, enfin les institutions et voire par conséquent les entreprises vont se dédouaner de tout un tas de choses parce que en fait les services en fait existent. Là, je peux vous envoyer un lien d'un service que vous connaissez sûrement, mais qui permet en fait de traduire les conditions générales d'utilisation ou de vente en quelque chose de compréhensible pour l'utilisateur. De la même manière, il y a des applications qui permettent de couper son fil Facebook, de payer pour bloquer son téléphone, enfin tout un tas de trucs en fait. C'est que tout existe pour permettre d'avoir une vie saine, relaxante, pleine de méditation et finalement sans numérique ou juste pour les choses qui sont pertinentes. Et sauf que il y a plein de designers qui sont complètement fous de faire des services comme ça, qui sont géniaux, mais voilà, on ne sait pas combien il y a de pourcentage d'utilisateurs c'est même pas des pourcents, c'est des millièmes peut-être de pourcents d'utilisateurs qui vont aller se dire tiens, il y a ces conditions générales, je vais aller sur ce site et puis je vais aller regarder si c'est bien ou pas avant de m'inscrire. Ouais, donc clairement faut que ça soit intégré et ça passe par le législateur. Moi, je voudrais juste revenir du coup sur le modèle de la gratuité, qui est celui le plus répandu pour l'accès au contenu, aux interfaces aujourd'hui. Et ce sont des systèmes viables grâce à la publicité. Vous avez parlé effectivement de l'alternative payante, qui était considérée du coup comme une pratique éthique, mais le problème c'est que ça pourrait creuser certaines inégalités sociales. Est-ce que donc l'alternative payante est la seule alternative possible ou non? Alors dans le terme utiliser le terme alternative, ça veut aussi dire que du coup on peut avoir le choix et qu'on n'est pas forcément obligé d'imposer un modèle qui soit payant ou gratuit, mais qu'on peut laisser aussi le choix à l'utilisateur de dire voilà, d'un côté tu peux payer et de l'autre côté tu peux rester sur un modèle gratuit tout en sachant ce que ça implique. Ce qui pose une question effectivement de dire que les riches sont avantagés par rapport à ceux qui sont moins riches. C'est vraiment une question qui est extrêmement complexe à laquelle je n'ai pas de réponse morale personnelle définitive, mais je pense que c'est important de rappeler que en fait le modèle de la pub il n'est pas non plus forcément éternel. Aujourd'hui, alors c'était il y a 2 ou 3 jours je crois que le Guardian annonçait qu'ils allaient
changer justement leur modèle de format papier parce que la pub ne suffit pas à faire vivre leur journal électronique qui est intégralement gratuit, et que donc ils sont en train de réfléchir à des nouvelles manières de générer des revenus sans pour autant tomber dans un journal qui serait payant ou en tout cas en accès limité, comme ça peut être le cas dans la plupart des journaux français. Donc voilà, on voit que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Le modèle de la publicité, il a tenu ces 10 dernières années sur le web. Ça reste quand même assez récent et on n'a pas la certitude absolue qu'il va tenir encore éternellement. Et puis surtout, il favorise une concentration des revenus sur un petit nombre d'entités économiques, ce qui est aussi d'une certaine manière problématique. Et puis donc ça c'était le premier point de réponse. Le deuxième point de réponse, c'est que sur le web, à mon avis, on a été fortement, alors même plus globalement sur Internet, on a été fortement habitué à ce que tout soit gratuit, que ce soit les films, les logiciels, les services, etc. Ce qui est aussi quelque chose de faux en fait. Il faut bien payer les personnes qui conçoivent ces services. Alors évidemment, ça pose la question de comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens. Ça, je prétends pas avoir de réponse, mais d'un autre côté, il faut bien que les personnes qui créent ces services aient eux aussi les moyens de vivre. Donc, les systèmes payants dans cette optique-là, c'est pas non plus une aberration. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des formes de dosage à trouver probablement. Un exemple qui me semble intéressant, c'est celui de Tipeee, qui offre un modèle économique à YouTube en parallèle. Donc YouTube se finance grâce à la pub et grâce à la collecte des données personnelles. Et puis Tipeee permet à des créateurs sur YouTube qui vivent en partie de la pub, de tirer bénéfice du financement participatif de leur communauté. Et donc on se retrouve dans des systèmes économiques qui sont à la fois dans de l'économie de l'attention, dans du crowdsourcing, mais aussi dans des modes de capitalisation privée, puisqu'on a appris l'autre jour, en parlant de Tipeee avec d'autres, que Tipeee c'était financé par Xavier Niel et que en gros c'était pas non plus avec un objectif pardon, je perds mes mots, si gentil derrière, dirons-nous. Voilà. Jérémy, c'est bon. Mais voilà, pour continuer sur le modèle économique gratuit, honnêtement, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Cette question du modèle économique sur lequel le web s'appuie. Parce que aujourd'hui, on a l'habitude que tous les médias qu'on consulte, type, je sais pas si on prend BuzzFeed ou ce genre de choses, qui sont ceux qui drainent le plus de trafic sur le web, soient gratuits, mais mine de rien, c'est des systèmes qui fonctionnent avec des armées de stagiaires et des précaires à la chaîne. Et donc finalement, il y a un moment où les services économiques qu'on crée sur le web, ils ont une valeur. La question, c'est qui paye cette valeur ? Est-ce que c'est le salarié ? Est-ce que c'est l'utilisateur ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Mais il y a un moment, il faut qu'on s'accorde pour dire qu'il y a un modèle économique à trouver. Moi, j'avais une question sur le concept de rétro-design de l'attention, tel qu'il a été utilisé par Hubert Guillot dans son article, et puis dans le cadre du projet de la FIG. Il me pose en fait ce concept deux questions. La première, c'est ça supposerait d'avoir une forme d'accès à l'intérieur des plateformes pour savoir comment elles fonctionnent, et est-ce que leur exploitation des données ou en tout cas la mise en œuvre des interactions est au moins pouvoir mesurer, comprendre la forme d'interaction numérique qu'elle propose. Et la deuxième chose, c'est que il me semble que la question de la captation de l'attention, elle est quand même croisée avec la concentration des activités numériques sur le web aujourd'hui. C'est-à-dire que ça marche parce que on a en gros des points d'entrée extrêmement limités sur le web, et que du coup la masse de données recueillies est colossale à chaque fois. Si je regarde une activité lambda dans une journée, j'ai utilisé un service de Google pour lire mes mails, un service de Facebook pour voir ce qui s'y passait, un service de Twitter
En gros, sur les doigts d'une main, j'ai à peu près fait le tour de ce que je peux utiliser, quoi. Comment est-ce que vous voyez à la fois cette question de rétro-design, comment est-ce que vous la précisez, et comment est-ce que vous voyez cette question de concentration de l'activité dans des points vers lesquels tout le monde se retrouve? Sur la question du rétro-design de l'attention, moi je pense que la démarche mise en place par Uber, elle est vraiment très intéressante et ce qu'ils veulent en faire, c'est vraiment cool. Ça prolonge ce qu'ils avaient commencé à Lyon l'année dernière avec nous en faisant un atelier sur une cartographie des pathologies de l'attention. Et donc essayer de comprendre quelles sont les différentes manières de capter l'attention et où elles sont mises en place sur le web. Et c'est d'ailleurs un des ateliers qui a eu le plus de succès, si je me rappelle bien. Donc effectivement, le rétro-design de l'attention, alors il y a deux manières de l'entendre, parce qu'en fait, une fois qu'on a dit qu'on voulait comprendre comment ça fonctionne, il y a l'idée de dire que qu'est-ce qu'on va faire derrière. Et donc il y a une partie des gens qui l'entendent en disant qu'il s'agirait de revenir en arrière sur la manière dont on capte l'attention et de dire qu'on va moins capter l'attention en fait. Mais ça c'est assez utopique, je pense, de dire ça, sachant que l'attention, elle est omniprésente et on l'utilise pas seulement dans le numérique. Et puis la deuxième manière de voir les choses, c'était de dire que en fait un rétro-design de l'attention, ce serait de chercher des nouvelles solutions pour contrer l'attention. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'il y a à peu près personne qui propose aujourd'hui des solutions pour aller au-delà du constat qu'on est capable de capter l'attention. Et ça dans le monde, même Tristan Harris, il va vous donner une application qui est capable de vous dire combien vous avez passé de temps sur chaque appli de votre téléphone, mais bon, ça nous aide pas à aller véritablement au-delà d'un simple constat qui est qu'on capte l'attention. Donc sur ça, je pense que la démarche de la FIN, elle est vraiment intéressante parce que ça va permettre vraiment non seulement de sensibiliser plus d'utilisateurs et puis surtout de travailler avec la CNIL qui va elle pouvoir amener un aspect législatif derrière tout en ayant une base qui sera vraiment scientifique et claire sur l'idée de dire qu'on va vraiment partir des biais cognitifs qu'on a identifiés. Parce que au-delà des plateformes, effectivement, Google, Amazon, dont on va pas aller disséquer le code parce qu'on ne le possède pas, a priori, les pathologies de biais cognitifs, elles, on les connaît. Donc voilà, ça me semble intéressant, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était l'idée de dire sur les différentes plateformes du web. Alors le premier point, c'était de dire qu'en fait, a priori, de ce que nous disent nos amis designers qui sont en poste dans des boîtes, des agences ou des SS2I, il y a de plus en plus de petits clients, petits au sens qui sont pas Amazon ou Google, qui arrivent en demandant à ce que leurs applications soient addictives. Et ça c'est bizarre, c'est pas bizarre, d'un côté on peut les comprendre, mais ça fait peur. C'est-à-dire que il y a deux manières de voir le design d'attention. Il y a l'idée de dire le design d'attention, ça découle d'une économie d'attention. C'est des grands services comme Facebook, comme certaines parties de Google, comme Twitter, qui sont vraiment basés sur ça. S'il n'y a pas ça, ils vivent pas. Et puis il y a aussi l'idée de dire que n'importe quelle société, entreprise privée va pouvoir créer parfois une application dédiée à un usage extrêmement précis, et que pour cet usage, elle va tout de même avoir les outils de design de l'attention. Est-ce qu'elle va mettre en place des notifications ? Beaucoup, moins. Est-ce qu'on peut jouer avec ça ? Et là, on entre dans un autre domaine du design de l'attention où il y a beaucoup plus de subtilité et où le travail sur les designers est beaucoup plus apprécié et appréciable. Mais visiblement, les entreprises ont l'air de vouloir rejoindre le cercle des gros à côté. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point sur le Trinet. Je sais plus qui c'est qui parle de Trinet. Jérémy, tu te rappelles le Trinet qui succède à l'Internet. Je vais trouver l'article. Et moi je trouve que c'était vraiment intéressant de dire que effectivement aujourd'hui on va plus sur Internet, on va sur Google, Facebook et Amazon. Et puis après on va sur d'autres sites. Si on peut, mais effectivement, je suis totalement d'accord sur le fait que ça se concentralise les usages du web sur des plateformes. Et une des valeurs qu'on défend, notamment en designer éthique, c'est l'idée qu'on devrait dissocier les services des réseaux. Notamment l'idée de dire qu'à la base, Facebook, c'est un site web, donc c'est un service, mais que c'est devenu un réseau technique par la force des choses, et que en fait on devrait tous avoir accès au réseau Facebook, qu'utilise Facebook, mais avec différents services. Se dire
que sur Instagram ou c'est quoi le réseau qui est similaire à Instagram à deux gouttes d'eau, c'est pas Snapchat, je crois. Enfin, je connais pas. Mais il me semble que les deux sont très similaires, qu'on devrait pouvoir accéder au contenu des deux avec l'appli qu'on choisit. C'est un petit peu comme, parce que finalement, ce que fait Facebook, c'est un petit peu comme si on vous disait que avec votre boîte Gmail, vous pouvez envoyer que des mails à d'autres boîtes Gmail, et qu'avec des boîtes Yahoo, on pouvait envoyer que des mails à d'autres boîtes Yahoo. Ce qui nous paraît aberrant, mais ce qu'a réussi à imposer Facebook dans son réseau. Sur l'article. Ouais, il y a le lien dans le chat du webinaire vers l'article. Ouais. Je l'ai mis sur la feuille commun à tous les élèves. Voilà. Okay, le lien de l'article. C'est Annabelle Laurent qui a écrit un article là-dessus. Qui doit faire une conférence Ethics by Design à la WIAD de Toulouse cette année, je crois. D'accord. À qui la parole? Qui enchaîne? NC BNS? Il est certain que les professionnels engagés peuvent améliorer les notions sur le design éthique. Pourtant, l'éducation pour des utilisateurs sur ce mécanisme de l'économie de l'attention semble également essentielle. Démocratiser cette prise de conscience est importante. Et pensez-vous que l'éducation et la prise de conscience peuvent être faites par l'État ou par une mesure particulière? Ça revient un peu à ce qu'on disait sur la législation tout à l'heure, mais là c'est plus sur l'éducation. Moi je prends. Alors il y avait un très bon article de Hubert Guillot sur Internet Actu qu'il faudrait que je retrouve quand je passerai la parole à Karl sur l'éducation aux médias. Alors moi j'ai pas mal baigné dans l'éducation aux médias il y a quelques années et pour résumer en gros l'action d'éducation aux médias que vous connaissez bien, c'est de dire les médias ont un certain discours, les médias, enfin la parole journalistique n'est pas une parole objective ni une parole neutre, et que il faut donner des clés aux personnes pour pouvoir décoder et lire cette parole journalistique. Voilà, donc regarder un JT, c'est pas anodin, les choix qui sont faits, comment les journalistes parlent, etc. Voilà, la pluralité de la presse, les grands patrons, on apprend des choses comme ça, et puis on apprend aussi, on essaye de transmettre aussi l'idée de l'éducation média en la faisant, voilà, en filmant et tout. Et ce que disait Hubert, c'est que finalement cette éducation aux médias, elle se fait par rapport à un principe, ça rejoint ce qu'on vous dit aussi tout le temps, Karl, c'est qu'en fait il faut un socle de valeurs, c'est-à-dire que quelque part on va quand même dire on va quand même d'une certaine manière avoir un codex en fait de médias ou d'une parole journalistique qui serait plus vraie, qui serait ou plus adapté ou plus proche de la réalité, ou plus ci, plus ça, et en gros qui serait plus légitime. Et qu'en fonction, donc on va dire il y a une bonne parole légitime, et puis il y en a d'autres aussi un peu moins, ou qui sont en fonction. Donc, c'est un peu le débat qu'on a pu avoir avec le Décodex il y a un an du Monde. Donc là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si l'État commence à faire de l'éducation au design, ou l'éducation à l'éthique, ou l'éducation à l'ethics by design, on peut tomber, alors justement, est-ce que c'est des travers ou pas, mais dans cette clairement définition de voilà, qu'est-ce qu'un bon design, qu'est-ce qu'une bonne éthique, ce qui est encore plus particulier comme question, et ensuite pour développer un programme en fait qui devra être appliqué dans les écoles, dans les ou qui sera développé dans les centres de loisirs, dans les MJC, etc. Mais bon, on dit toujours, souvent on a la conclusion, c'est alors de toute façon ça avancera pas vite, mais la meilleure solution c'est d'évangéliser, c'est d'éduquer.
Moi, ma posture personnelle, c'est que j'en suis assez sceptique de cette réflexion sur est-ce que c'est vraiment en éduquant qu'on y arrive, parce que l'éducation, par exemple, à l'école, elle se fait juste, je sais pas moi, sur 1 heure par semaine, voire par mois. Si c'est nous, par exemple, qui venons dans une école, eh ben, on va pas changer la vision des choses. On va peut-être faire des déclics sur une personne sur 1000. Bon, ça sera déjà bien, mais on va pas changer des déclics. Donc enfin voilà, c'est la réflexion sur est-ce que l'éducation est vraiment pertinente pour lancer comme ça une telle réflexion, parce que c'est pas juste des préceptes, c'est pas c'est pas un enseignement en fait, c'est pas dire voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça, ou de dire voilà alors là on vous donne des clés pour ensuite réfléchir à des concepts. C'est quand même, enfin on pense que ça se parallèle avec les médias, qui est que c'est vraiment au quotidien et que ça peut façonner très vite des idéologies en fait. Je sais pas si toi Karl tu veux rajouter quelque chose à ce discours grandiloquent. Si. Il y a une initiative du coup que j'aime bien moi qui est dans un domaine assez similaire au nôtre, qui est celui des fake news et de tout ce qui va être la vérité, les hoax, etc. C'est la chaîne Hygiène Mentale sur YouTube, et le gars qui fait cette chaîne, il va voir des classes, alors généralement petites, des enfants qui vont avoir je saurais pas dire l'âge des enfants, mais qui vont être en CM1, CM2, ce genre de choses, j'imagine. Et ils travaillent avec eux à comment est-ce qu'on est capable d'identifier une source, la valeur d'une source. Et ça, je pense que c'est assez faisable, même si c'est marginal, effectivement, dans des écoles, d'aller voir des enfants et de travailler avec eux sur pourquoi est-ce que tel service me demande de donner telle information. À quoi ça va lui servir, qu'est-ce qu'il va en faire par la suite, pourquoi est-ce qu'il m'envoie tel message à tel moment, qu'est-ce que ça lui apporte. Je pense que ça, ce serait intéressant, d'autant plus que nous, on n'en fait pas forcément partie, mais maintenant, les générations qui arrivent ont vraiment connu les tablettes et les smartphones depuis qu'ils sont nés. Donc ça change probablement aussi leur rapport aux technologies. Comme je disais, elles sont assimilées pour eux, alors que pour nous, elles ne sont pas assimilées forcément. Et la deuxième chose, c'est, à mon avis, s'il devait y avoir un moyen de pression pas forcément éducatif, mais tout à l'heure on disait le titre qu'on aimerait bien donner à ce débat, c'était notre attention, l'attention est notre avenir, économisons-la. Ça c'est un spot de pub que vous connaissez a priori tous, basé sur l'énergie. A priori, si on avait à chaque pub Google, Apple, Facebook ou je ne sais quoi, l'attention est notre avenir, économisons-la, peut-être que les gens, avec le temps, ils commenceraient à réfléchir un petit peu. Et du coup, pour revenir là-dessus, vu qu'on parlait justement des fake news, des choses comme ça, là il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné, mis en place. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable et ou réaliste du coup en fait de faire un projet de loi à ce niveau-là? Est-ce que ça peut faire quelque chose ou est-ce que ça va pas forcément Tu vois, Jérémy? J'ai pas eu la fin de la question. Oui, c'est par rapport. Là, il y a un projet de loi contre les fake news justement qui est en train de se mettre en place. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est souhaitable, qui est important de faire et qui est réaliste en fait, qui peut faire quoi que ce soit du coup? C'est un peu compliqué de répondre dans notre position du militant du design, de s'appeler ou de think tank ou peu importe, mais dans le design sur quelque chose qui peut avoir lien à l'information. Toujours est-il que on peut constater, on peut voir que des grands discours ou même des applications concrètes de combat d'information n'ont pas les effets désirés, qu'il peut avoir notamment des effets Streisand ou même des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui permettent en fait indirectement de redonner de la valeur à ces informations, ou en fait c'est tout simplement inefficace. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire de
ou au moins des réflexions, celle de Reporters sans frontières par exemple, de la volonté de mettre en place un observatoire ou du moins une grille de lecture sur le respect de la déontologie journalistique des médias. C'est quelque chose qui a fait polémique quand Mélenchon a pu l'évoquer lors de la campagne présidentielle, mais qui peut être une bonne réponse, c'est-à-dire avoir en fait un CSA après sur un CSA plus sur le respect d'une charte qui existe déjà, donc ou des chartes qui existent déjà. Par rapport au design, c'est peut-être une grosse différence, c'est que la charte de Munich ou une multitude de chartes déontologiques dans tous les médias en fait, qui sont plus ou moins adaptées, peuvent être lues et après ça reste une certaine formulation juridique, donc il y a toujours une interprétation, mais en tout cas ça pourrait être quelque chose d'applicable. Donc ça, pourquoi pas, c'est sûrement une expérimentation à faire sur la mise en place de moyens d'artillerie lourde pour aller mettre en place des systèmes de dénonciation de fake news et tout. Je reste très sceptique. On avait juste aussi une dernière question, c'était à propos des objets connectés. Comment est-ce que ce serait possible d'appliquer un design éthique pour les objets connectés, selon vous? Allez, je prends aussi. Alors, il y a une chose qui est intéressante avec les objets connectés, c'est qu'il y a cette notion de no interface, ou c'est ça. Il n'y a pas d'écran, il y a des fois rien du tout, où on appuie sur un bouton et puis c'est parti. Ça fait penser à un projet, un bouton, s'appelle le Dash Button de Amazon, qui permet en un clic, en fait, on configure où il faut l'acheter, et puis ça permet en un clic d'acheter les croquettes pour le toutou, les Maltesers, le café et tout un tas de conneries. De manière super, frictionless, comme on dit dans le design. Donc justement, ces fameux objets connectés, ils vont, quand on voit un objet connecté, on s'imagine pas un cockpit d'avion avec des boutons dans tous les sens. On voit soit un écran ou soit rien du tout en fait. C'est quelque chose qui est posé. Quand on voit Google Home, c'est posé et ça se fond dans le paysage. Il va y avoir vraiment disons que on a l'impression que c'est encore plus dans le cœur en fait, dans ce que vraiment le service peut apporter, où il y a la réflexion éthique. Il y a presque même plus la réflexion sur le design qui dire qu'il n'y a pas de design c'est faux, mais le design c'est presque à son paroxysme en fait, qu'il s'efface tellement devant l'utilisateur qu'il faut réfléchir à ce que derrière vraiment le modèle. Donc peut-être que c'est justement une très bonne chose pour nous qui réfléchissons à ça, de se dire ok, en fait les objets connectés permettent de vraiment déporter la réflexion sur le modèle économique et pas juste sur le design, qui a remarqué qu'en mettant le bouton rouge ça augmente de 30% les ventes. Là tu parles de design d'interface, tu parles pas forcément de design produit ou service. Oui, c'est vrai que c'est pour faire le parallèle entre nous, on parle beaucoup des applications, des sites et tout. Et que là, en ayant un service numérique qui n'a plus d'écran, ça rebat les cartes, à mon avis. Mais du coup, notamment en termes de design éthique, nous ce qu'on appelle design éthique, donc du coup en fait, si dans design éthique on inclut à la fois ce qui va être de l'ordre du design de l'attention, que moi je préfère synthétiser sous la forme de protection de l'intégrité cognitive des personnes, parce que c'est moins restrictif que le design de l'attention, mais aussi de ce qui va être l'environnement, de ce qui va être les données personnelles, je sais pas si j'en oublie, oui, la transparence algorithmique par exemple. En fait, le fait d'avoir effectivement un objet qui marque la fin peut-être du design d'interface, en tout cas d'une partie du design d'interface, ça pose des problématiques de savoir qu'est-ce que va devenir
le design éthique plus tard, qu'est-ce qu'on va pouvoir y ajouter comme champ et qu'est-ce qu'on va pouvoir y enlever. A priori, le design de l'attention, il aura moins d'importance dans un objet où il n'y a pas d'interface. Ou alors, il sera déporté d'une autre manière. Mais si votre enceinte connectée qui est censée se fondre dans le décor commence à popper toute seule sans qu'on lui demande, peut-être moins apprécié du coup. Je crois que le débat actuel sur les enceintes connectées, c'est de savoir si, je crois qu'Amazon envisage le fait qu'elle intègre des suggestions publicitaires en fonction de ce qu'elle entend. Elle vous entend dire tiens, il n'y a plus de lait, et du coup elle répond en disant voulez-vous commander telle marque de lait directement. Je pense que là, on va rapidement tomber. Alors, je sais pas s'ils vont le sortir rapidement, mais si c'est le cas, ils vont probablement se heurter au même phénomène que les Google Glass, quoi. Les utilisateurs vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est ultra intrusif? Moi, j'avais encore une question, mais je laisse les étudiants. Non, j'y vais. Bon. Alors j'avais une question qui portait sur la notion de friction en fait que vous avez introduite dans la dernière réponse. Il me semble qu'il y a eu une approche quand même pendant des années où le design d'interface visait à réduire les frictions au maximum. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une problématique qui est centrale? Est-ce qu'il est possible d'avoir des choses qui sont sans friction, mais éthiques? Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce bouton, ce truc, ce site utilise des cookies, accepter en savoir plus, qui quand même, enfin voilà, qui est juste en termes justement d'expérience utilisateur d'un site web, c'est juste infernal. En général, la case est toute petite, c'est loin, on voit pas pourquoi faut cliquer, ça reste. Enfin bon, bref, c'est vraiment pas l'idéal. D'un côté, je me dis ben voilà, j'ai une friction supplémentaire parce qu'il faut que je clique sur accepter. Et en même temps, éthiquement, on m'informe d'un truc dont on m'informait pas avant, quoi. Et je vous laisse une dernière question sous le coude, si jamais on a le temps. C'est si on devait faire un cours sur l'éthique et le numérique, on mettrait quoi dedans? C'est une question que les étudiants avaient préparée mais qu'ils n'ont pas posée, et je trouve que c'était une bonne question. Tu prends laquelle? Comment? Tu prends laquelle? Moi, je veux bien prendre le cours. Vas-y. Sur la question, ouais, de si on devait faire un cours sur l'éthique et le design, en fait, je sais pas si justement c'est pertinent de se dire qu'on ferait un cours sur l'éthique et le design, parce que a priori, enfin, quand moi je lis des ouvrages de design, j'ai un peu l'impression quand même que l'éthique en design, elle est censée être intrinsèque. Que enfin, je recite Vial, que finalement j'aime bien moi, qui dit que il y a une sorte de paradoxe dans la vie des designers, qui est que le design ça a été fondé à la fin du 19e et que ça a été fondé à la fois en Angleterre avec une vision socialiste de partage, de co-création, etc. Et puis en même temps en Allemagne avec une vision capitalisme d'augmentation de la productivité, et que donc les designers sont fondamentalement porteurs de ce dualisme et de cette contradiction. Et du coup, ouais, si on devait faire un cours là-dessus, à mon sens, ça devrait faire partie des bases en fait de l'enseignement du design. Déjà, d'accepter le fait que quand on design, on fait des choix, et on fait des choix pour les autres, et que du coup, un design universel. Alors, je suis pas sûr que Jérémy soit d'accord là pour le coup, mais que, à mon sens, un design universel, ça n'existe pas. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jérémy, sur la question. Oui, c'est vrai que sur le design universel, j'ai tendance à penser qu'il y a des choses qui sont quand même bénéfiques à la population et puis à notre environnement en général, et que comme il y a des accords je sais pas, internationaux qui s'appliquent à tout le monde, il pourrait aussi avoir un design qui s'applique à tout le monde, alors qui sera sûrement plus contraignant
dans une partie du globe ou une autre. Mais donc pour revenir au frictionless, oui, il y a cette réflexion clairement de en fait qui vient en parallèle de la prise de conscience. C'est qu'un service, je prends l'exemple du portable, entre le portable, le téléphone, entre l'ordinateur de bureau, le PC et le portable. Donc on a gagné énormément de choses, mais on a par exemple perdu la possibilité de démonter l'appareil, de souffler dedans pour faire marche ou de changer les pièces, et en fait de comprendre que que le processeur graphique il est ici, que pour aller plus vite il a besoin d'un peu plus de barrettes de mémoire, etc. Et je trouve qu'il y a ça aussi dans le frictionless, c'est que plus c'est souple et moins en fait on comprend l'arrière-boutique. Et donc peut-être que l'éducation au numérique, l'éducation au numérique, c'est un gros chantier qu'elle devrait avoir, c'est en plus de porter cette volonté d'avoir des applications qui font comprendre comment elles fonctionnent, où vont les données, voir comment elles ont été designées, qu'est-ce qui est mis en valeur et tout. C'est vraiment d'aller chercher, d'aller au bout. Cette éducation, elle doit vraiment donner une vision large. Donc peut-être qu'en ce sens, il faudrait que les applications finalement soient redeviennent peut-être moins simples à utiliser, mais plus compréhensibles. C'est-à-dire qu'on peut, il faut plus appuyer sur accepter, c'est bon, mais que on a cette réflexion qui dit ah oui d'accord, là j'utilise ce service ou cet aspect de l'application, je comprends ce qu'il me veut, ce que ça fait, les travers éventuellement. Et donc je peux l'utiliser à bon escient. On arrive au bout du temps qu'on avait en stock. S'il n'y a pas de regret, je vous propose qu'on s'arrête là pour laisser aux éditions le temps de sortir de l'ENSIS. Je voulais vous remercier encore de vous être prêté à cet exercice qui n'est pas forcément évident. C'était tout à fait passionnant. Oui. Le webinaire seront potentiellement mis en ligne. Donc le premier est déjà sur la chaîne YouTube et puis on verra pour les deux autres au fur et à mesure qui sont montés et arrangés pour faire comme si techniquement on n'avait eu aucun problème. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.